Wesh, bien ou quoi? Aujourd'hui, on va parler d'un manga que j'affectionne beaucoup, Kenshin le Vagabond. L'histoire de Kenshin le Vagabond se passe au début de l'ère Meiji, exactement en 1878. Étant donné qu'il y a quelques références historiques dans Kenshin le Vagabond, on va tout d'abord parler du cadre historique du manga, ensuite on va parler de la série animée de 90 épisodes, et enfin on va parler des 4 OAV nommés le chapitre de la mémoire. Pour ceux qui ne seraient pas intéressés par la partie historique, déjà, vous ratez, ensuite allez au moment indiqué. Alors comme j'ai dit, Kenshin le Vagabond se passe au début de l'ère Meiji, cette période fait suite à l'époque Edo, aussi appelée période Tokugawa. La période Tokugawa se nomme ainsi car de 1603 à 1868, la dynastie de shogun Tokugawa régnait au Japon. Pendant l'époque Tokugawa, le Japon avait deux dirigeants, l'empereur qui était le représentant spirituel et le shogun qui détenait le réel pouvoir politique et militaire. L'empereur habitait à Kyoto, tandis que le shogun habitait la capitale Edo, qui s'appelle maintenant Tokyo. La période Tokugawa se caractérise notamment par la politique isolationniste du Japon appelée Sakoku. Il était interdit aux civils de rentrer et de sortir du Japon sous peine de mort et les échanges avec les autres pays étaient limités. Au début, le Sakoku est mis en place pour permettre au Japon d'avoir une meilleure maîtrise de ses échanges avec les autres pays. Plus tard, le Sakoku devient un moyen d'empêcher les pays occidentaux d'exploiter les ressources minérales du Japon, mais tout ça se finit en 1853 lorsque le commodore de la marine américaine Matthew Perry arrive à la baie d'Edo. Pour convaincre le Japon d'arrêter sa politique isolationniste, le commodore Matthew Perry est arrivé avec de bons arguments, très exactement 4 navires de guerre full noir. Le bouc, il est pas venu pour jouer, hein. Les idées étaient sombres, les navires étaient sombres, la guerre aurait été sombre. Face à la menace que représentent ces 4 navires de guerre noirs que l'histoire japonaise retiendra sous le nom de Kurofune, le gouvernement shogunal ou Bakufu signe en 1854 la convention de Kanagawa qui est un traité fortement avantageux pour les occidentaux. Le gouvernement shogunal accepta ce traité car les 4 navires de guerre faisaient écho à la première guerre de l'opium qui venait d'avoir lieu en Chine. À cause de la fin du Sakoku et pour d'autres raisons, certains nobles japonais en veulent au gouvernement shogunal. De ce fait, de nombreux nobles japonais se rassemblent autour de l'empereur et en 1868, la guerre du Boshin éclate entre les pro-shogun et les pro-empereurs. Cette guerre se solda par la victoire du camp impérialiste. À la suite de cette guerre, le shogunat est enterré, un nouveau gouvernement donnant le pouvoir à l'empereur est mis en place au Japon. Ce nouveau gouvernement prendra le nom de gouvernement Meiji ou gouvernement éclairé. Afin de couper tout lien avec le shogunat, le gouvernement Meiji interdit le port d'armes au Japon, dont le katana. Et c'est dans ce contexte politique plutôt tumultueux que se passe l'histoire de Kenshin le Vagabond. Kenshin est le personnage principal du manga et il est plus connu sous le nom de Itokiri Batosai, que l'on peut à peu près traduire comme l'assassin des gainers. Itokiri voulant littéralement dire assassin et faisant référence à 4 assassins impérialistes légendaires qui ont opéré pendant la fin du shogunat. Et Batosai faisant référence à la technique du Batojutsu que Kenshin utilise souvent. C'est le fait de dégainer son épée de son fourreau et de trancher son adversaire en un seul mouvement. Kenshin est connu sous ce nom car 10 ans avant le début du manga, il était assassin pour le camp impérialiste. Il faisait ça dans l'espoir que le Japon ait un avenir plus radieux. Dans le manga, Kenshin est le mec le plus meurtrier de son époque. J'ai vu sur des forums qu'on estimait qu'il avait tué entre 1500 et 2400 personnes. Du coup, après avoir assassiné les enfants de beaucoup de mamans, il décide de devenir un simple vagabond qui se balade avec une lame inversée et de ne plus tuer. L'épée de Kenshin étant renversée, lorsqu'il touche un ennemi avec sa lame, il ne le tue pas, il le frappe juste très fort. L'histoire commence à Tokyo quand Kenshin rencontre une jeune femme tenant un dojo, Kaoru. T'as capté qu'il va y avoir une petite histoire love to love entre eux. À la suite de ça, Kenshin va se faire d'autres amis, Yaiko, Sanosuke, Megumi. Du coup, il va vivre avec elle et ce genre de vie au calme, c'est tout ce qu'il demande. Cependant, pour diverses raisons, il va être amené à se battre contre des assassins, sauf que eux se battent pour le tuer et lui ne désire plus prendre de vie. C'est là que le manga devient intéressant, la cohabitation des deux facettes de Kenshin. D'un côté, Kenshin est un pacifique qui souhaite voir la paix autour de lui, il est prêt à se battre pour défendre ce qui lui paraît juste, et parallèlement à ça, c'est l'assassin le plus meurtrier de son époque. Lorsqu'il se bat, il est tiraillé entre son désir de ne plus tuer et le fait que s'il n'essaie pas de tuer son adversaire, il est automatiquement désavantagé. Étant donné qu'on est au début de l'ère Meiji, le nouveau gouvernement n'est pas stable et certains antagonistes veulent renverser ce gouvernement. Parce que je sais pas si vous avez capté, mais tout à l'heure je vous ai dit que le gouvernement Meiji avait interdit le port d'armes au Japon, dont le katana, ce qui veut dire qu'il y a littéralement des gens qui ont dédié leur vie à l'apprentissage d'arts martiaux, qu'ils ont mis leur vie en jeu pour défendre des idéaux, et qu'à la fin on leur dit « Je sais que t'as charbonné pour devenir un bon guerrier, mais là c'est bizarre ». De plus, bien que le gouvernement Meiji ait apporté beaucoup de réformes bénéfiques au Japon, dans Kenshin le Vagabond, il n'est pas glorifié. Par exemple, le personnage fictif Sanosuke en veut au gouvernement Meiji, car dans l'histoire de Kenshin, il faisait partie du Sekiotai. Le Sekiotai est une armée impérialiste qui a réellement existé. Le futur gouvernement Meiji avait promis des abaissements d'impôts qu'il ne pouvait pas respecter. Une fois au pouvoir, le gouvernement Meiji a remis la faute sur le Sekiotai en le désignant de fausse armée. L'auteur de Kenshin, Nobuhiro Watsuki, arrive à nous créer des personnages très complets et des antagonistes avec des motivations diverses mais cohérentes, même au sein d'un même groupe. Il y a un truc qui est très fort dans Kenshin, c'est que, étant donné que c'est le mec le plus meurtrier de son époque, c'est un peu le produit le plus représentatif de celle-ci. Du coup, il peut parfaitement comprendre les motivations de ses adversaires. Malgré le fait qu'il puisse comprendre ses adversaires, Kenshin se bat quand même pour protéger ses idéaux.
Kenshin veut une petite vie paisible, mais lorsqu'il faut se battre, il se la met correctement. Kenshin utilise la technique de l'Iten Mitsurugi Ryu, que l'on peut à peu près traduire comme la technique volante céleste ou la technique volante dirigeant les cieux. La force de Kenshin repose sur sa vitesse et sa capacité à prédire les mouvements de son adversaire. Du coup, pour résumer, dans l'anime Kenshin le Vagabond, on suit les péripéties de Kenshin qui décide de ne plus tuer, alors que tuer c'est la chose qu'il sait le mieux faire. Mais attendez, mais je suis en ouf moi! Depuis tout à l'heure je vous parle de l'anime Kenshin le Vagabond et je vous ai toujours pas parlé de Shishio Makoto. Ça va être simple. Shishio Makoto, c'est l'un des meilleurs antagonistes, tout manga confondu. Il a sa place au sein de la table des Madara, Aizen, tout ce que tu veux. Normalement, j'ai plus besoin de parler plus que ça, mais je vais vous le présenter histoire de 10 ans avant le début du manga, lorsque Kenshin a décidé d'arrêter de tuer, Shishio a pris sa place en tant qu'assassin et est devenu le successeur du Batosai. Mais il s'est fait trahir par le gouvernement Meiji, du coup, il veut détruire le pouvoir en place et devenir le nouveau souverain du Japon. Ce qui est intéressant, c'est que Shishio et Kenshin avaient le même statut, mais qu'ils ont deux visions opposées de la vie. Pour Shishio, la loi du plus fort est la seule vérité dans ce monde, il n'hésite pas à tuer et à se servir de plus faible que lui pour gagner, alors que Kenshin se bat pour protéger les plus faibles. Pour lui, il n'y a pas de réponse universelle à la vie, chacun doit faire son bout de chemin pour trouver ses propres réponses. Du coup voilà, Shishio c'est l'antagoniste principal de la saison 2 de Kenshin et il est frais. Maintenant on va parler de la série de 4 OAV de 30 minutes chacun, nommée le chapitre de la mémoire. Dans cette partie on apprend l'histoire de Kenshin de son enfance jusqu'au moment où il devient Itokiri Batosai. Kenshin travaillait pour le groupe des Ishinshishi, c'est un groupe qui a réellement existé. Du coup, dans cette série de OAV, on découvre l'origine de la cicatrice à la joue de Kenshin et on suit son histoire d'amour avec Tomoe, une femme dont il ne connaît pas le passé. Dans cette partie, Kenshin a toujours un air morose, il ne se plaît pas dans sa situation d'assassin, mais il continue de le faire dans l'espoir de voir naître un monde meilleur. Kenshin subit les événements plus qu'autre chose. On lui dit qui tuer, il tue. Point. Mêlant amour et trahison, le chapitre de la mémoire est plus poétique que l'anime Kenshin le Vagabond et la conclusion de ces 4 OAV de 30 minutes est très intense et tragique. Et moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer de fou, c'est que même après avoir subi tous ces événements, Kenshin ne dit pas « Bon, moi ça y est, j'arrête de tuer ». Il dit « Dès qu'on a gagné, j'arrête de tuer ». Cela montre que Kenshin va au bout de ce qu'il entreprend et qu'il prend pas ses décisions sur un coup de tête. Du coup, je vous recommande vivement d'aller regarder l'anime Kenshin le Vagabond, puis la série d'OAV, le chapitre de la mémoire, mais il y a un piège, sinon ça aurait été trop facile. L'anime compte 3 saisons de 30 épisodes chacune à peu près, et déjà, la saison 3, c'est même pas la peine de la regarder, elle est full hors série. Ensuite, la saison 1 de 27 épisodes, elle a 10 épisodes qui sont hors série, et même les épisodes qui sont pas hors série, franchement, ils sont vite faits. Carrément, quand j'ai recommencé Kenshin et que j'ai regardé la saison 1, j'étais en train de me dire que j'avais surcoté cet animé. Mais dès que la saison 2 commence, on sent que ça commence à devenir sérieux, et une fois l'épisode 3 de la saison 2 arrivé, ça y est, on est dedans, il n'y a plus besoin de se forcer. Et en y réfléchissant, je préfère un truc qui est bof au début et qui devient énervé après, plutôt que l'inverse et de me retrouver déçu à la fin. Du coup, pour la saison 1, regardez minimum de l'épisode 1 à 12, c'est important pour contextualiser l'animé. En plus, les épisodes 9 à 12, c'est la partie avec Shinomori Aoshi, franchement, ça se regarde. Mais pour la suite de la saison 1, si ça vous saoule sauter, franchement, il n'y a que des hors-séries et des épisodes anecdotiques. Sinon, ceux qui n'ont pas lu ou regardé Kenshin, je vous incite vraiment à le faire, parce que certes, le début n'est pas ouf, mais par la suite, c'est énervé, et je pense sincèrement que c'est le début de cette œuvre qui la plombe, parce que franchement, on est sur une œuvre très qualitative, et pour moi, elle devrait être beaucoup plus connue qu'elle ne l'est. Du coup, c'est tout pour moi, à la prochaine. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube, de liker et de partager. En plus de ça, Atelier Manga est présent sur les réseaux sociaux. Il y a des quiz, des articles, des débats et plein d'autres choses intéressantes.